Kim Twerk, je suis responsable développement pour la Climate Kick. Donc je vais commencer par vous présenter les défis et opportunités autour desquels la Climate Kick est articulée. Donc deux défis, donc contenir l'augmentation de température à 1,5 degré évidemment, l'objectif de la COP21, et soutenir et développer des solutions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Donc trois opportunités majeures: catalyser l'innovation pour bâtir la next economy, réduire les émissions de gaz à effet de serre, et enfin changer les comportements et éclairer les législateurs. Donc Climate Kick, c'est l'une des trois premières Knowledge and Innovation Community qui ont été créées et qui sont soutenues par l'EIT depuis 2010. Donc l'EIT, l'Institut européen pour l'innovation et la technologie, qui a été intégré à H2020 en 2014. Donc le partenariat se divise en aires géographiques réparties sur l'ensemble de l'Europe. Donc vous avez le centre UK-Irlande, le centre néerlandais, nordique, un centre Allemagne-Pologne, un centre Suisse-Hongrie, et donc le centre méditerranéen avec la France basée sur Paris, l'Italie avec Bologne et l'Espagne basée sur Valence. Donc il faut savoir que pour l'ensemble de ces géographiques, la logique est d'être présent sur l'ensemble du territoire national et pas uniquement sur le centre opérationnel. Donc nous avons pour mission de fédérer, inspirer et accompagner une communauté dynamique d'innovateurs dans l'objectif de bâtir une économie décarbonée et une société résiliente face au changement climatique. Donc voici pour notre communauté nos corps partenaires, nos 30 corps partenaires. Et en supplément, il y a une centaine de partenaires affiliés, dont Michel Kolinzinski ici représente une des PME, Climpat Make Next. Il faut savoir que sur l'ensemble de l'Europe, le partenariat est équilibré entre secteur académique et secteur industriel. On entend par secteur industriel grands groupes comme toute petite PME. Donc les 30 corps partenaires ici présents sont tous membres de l'association Climate Kick et siègent 2 à 3 fois par an pour décider et orienter la stratégie Climate Kick. La gouvernance a été séparée l'année dernière de la stratégie avec la création d'un groupe dont la tête est une BV hollandaise détenue à 100% par l'association, et l'ensemble du staff dont je fais partie est employé par les filiales nationales. Donc voici pour notre approche, donc une démarche systémique vis-à-vis de l'innovation qui implique de faciliter le développement de technologies innovantes, de soutenir de nouveaux business models, d'être en veille sur les cadres réglementaires et de construire une vision cross-sectorielle. Voici donc pour notre matrice de fonctionnement qui est représentée ici schématiquement. Donc vous avez le processus d'innovation que nous appelons Innovation Framework qui se base sur un socle qu'est l'éducation, et l'ensemble des activités que nous allons développer au sein de ces deux processus respectent ces doubles logiques thématiques et géographiques afin d'avoir une action optimale sur le changement climatique. Donc voici pour l'éducation. Je n'ai pas décliné toutes les activités, mais donc nous formons les futurs entrepreneurs de demain en proposant des formations d'excellence parmi notre partenariat d'université. Donc au niveau français, vous avez l'UPMC, l'USQ, AgroParisTech Polytechnique. Au niveau européen, l'Imperial College, l'Université d'Utrecht, vous avez l'ETH Zurich, vous avez la TU Berlin ou encore Chalmers. Donc j'ai décliné une des activités parmi celles-ci, c'est les écoles d'été. Donc chaque année, on développe sur 5 semaines un ensemble de cours et de modules entrepreneuriat pour tout un groupe d'étudiants qui vont se réunir ensemble et réfléchir à un business model. Tous ces étudiants sont d'horizons très variés, ça peut être des étudiants scientifiques, ça peut être des étudiants business, et l'objectif c'est vraiment d'arriver à une intégration entre tous ces étudiants. À l'issue de ces écoles d'été, ils présentent une idée devant un jury. Il faut savoir que 94 de ces idées ont été ensuite dans un système de greenhouse, donc c'est de la pré-incubation au sein d'incubateurs publics, et donc c'est des idées qui ont été jugées très prometteuses par des professionnels de l'innovation et des professionnels du climat. Vous avez au bout de la chaîne un certain nombre d'activités qui s'adressent pour les professionnels. Donc là, on est vraiment sur la marche vers l'innovation. Donc voici pour notre processus d'innovation. Donc là, on est sur une approche systémique de l'open innovation, ou en tout cas, on essaye d'avoir cette approche systémique. On voit l'essentiel des activités. Elles se divisent en 5
en 5 modules différents. Chaque module va être décliné en type de projet, plus ou moins mature en fonction qu'on avance sur le marché. Donc nous sommes vraiment présents depuis l'idée jusqu'au marché. Donc sur la première qui est définir les priorités, là on est vraiment pour identifier les potentiels d'actions parmi notre réseau. Donc là on est plutôt sur des workshops de réflexion entre nos différents partenaires. L'objectif est d'avoir un échantillonnage de notre partenariat le plus complet possible et donc définir les futures actions que nous allons mettre en place. Vous avez ensuite l'idéator où là il s'agit de faire les connexions pour générer les opportunités d'innovation. Donc on est sur des petits projets courts, en général 6 mois en moyenne, pour des tout petits consortiums, voire monopartenaires si ça s'explique. Et on est sur des financements plutôt autour de 30 000 euros, mais jusqu'à 100% de financement EIT-KIC. Donc vous avez sur la barre du bas le niveau de financement de la Climate KIC. On parle ici de pourcentage de financement et pas de valeur. Donc vous avez vraiment, plus vous êtes près de l'idée, plus les financements KIC seront conséquents et plus on s'approche du marché, évidemment, la part de financement KIC va décliner. Donc sur l'idéator, des petits projets pour des tout petits consortiums, 6 mois en général. Dans l'année, plusieurs calls, assez récurrents. Donc c'est plutôt, voilà, si vous avez une idée, vous pouvez la soumettre à un des moments, un des calls. On essaiera de regarder ça ensemble. Vous avez ensuite l'accélérateur, où là il s'agit de valider des business models. 2 composantes majeures. Vous avez la composante startup, qui reprend notre ancien programme d'accélération pour des startups très prometteuses, qui ont été sélectionnées par un jury indépendant. La grande action de cet accélérateur, c'est un système d'aide, jusqu'à 95 000 euros pour une startup, qui doivent être utilisées dans des actions décidées en amont. C'est-à-dire qu'il y a un plan d'action qui va être décidé avec la startup, et cet argent doit être alloué à ces actions. Les natures de ces actions sont extrêmement ouvertes. Ça peut être de la communication, ça peut être du juridique, ça peut être énormément de choses. L'objectif est vraiment de coller aux besoins de la jeune pousse. C'est une des grandes réussites de la Climate KIC depuis son début. Sur l'ensemble de l'Europe, c'est 400 startups accompagnées depuis le début, 60 pour la France. Sur ces startups, 89 ont levé plus de 90 millions d'euros. La deuxième composante de l'accélérateur est une composante projet cette fois-ci. En général, il s'agit d'idéators qui veulent valider un business model avant d'arriver sur du démonstrateur. Donc là, sur des projets beaucoup plus gros. Quatrième étape, donc le démonstrateur, où là, il s'agit d'implémenter l'innovation et de démontrer son potentiel à délivrer l'impact. Donc là, on est sur des gros projets multi-annuels. En moyenne, c'est 2 ans. On essaye en tout cas de rester dans les 2 ans pour l'innovation. C'est quand même une période intéressante. Sur des partenariats plus gros, 30 à 10 partenaires, 3 à 10 partenaires, pardon, international évidemment. Et là, sur les niveaux de financement, ça peut aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. La part de financement décline, c'est-à-dire que le cofinancement est ici central. L'objectif est de démontrer l'impact de l'innovation en prenant sa part de risque en tant qu'organisation. En général, la répartition est 25-75% pour l'ensemble du consortium et pour l'ensemble de la programmation. C'est-à-dire que ce n'est pas demandé par partenaire, ce n'est pas demandé par année. Ça aussi, c'est assez fluctuant. Ça veut dire que si un projet peut s'expliquer d'avoir une part de financement supérieure, on peut essayer de regarder ce qu'on peut faire. On a vraiment cette flexibilité au niveau de la KIC, et notamment au niveau de la nature de cofinancement. Ce n'est pas un cofinancement façon H2020. On a ce qu'on appelle les activités complémentaires qui permet d'avoir vraiment une flexibilité sur ces montages financiers. Donc ça, on en discute et on essaie de réfléchir ensemble, encore une fois, à ce qu'on peut faire. Et enfin, le scaler, qui est la dernière étape, où là, on est vraiment sur du déploiement de l'innovation, où là, la valeur ajoutée de la KIC est plus dans son partenariat, l'étendue de son partenariat, que sur des financements. Je vous dis beaucoup depuis le début qu'on est là pour vous accompagner, car l'action des équipes KIC est présente depuis le début de la genèse du projet. C'est-à-dire qu'on va être là pour être dans les institutions, dans les groupes, dans les PME, pour essayer de discuter, essayer d'identifier au sein des équipes les opportunités, de mettre en réseau les partenaires et vraiment d'aboutir sur une proposition de projet. Le système n'est pas linéaire, ça veut dire que les points d'entrée peuvent être à tout endroit de cette frise. L'objectif est toujours d'avoir cette flexibilité-là
parce que l'innovation elle-même n'est pas linéaire. Donc vraiment, si vous avez un démonstrateur déjà prêt et que vous avez besoin du partenariat, vous avez besoin d'une aide, que l'on peut vous apporter, vous pouvez arriver dès le démonstrateur. Donc encore une fois, le processus double logique, géographique et thématique. Et donc maintenant, je vais vous décliner nos thématiques qui collent donc aux logiques du GIEC. Donc en vert, ce qu'on appelle agriculture, forêt and other land use, qui est dans une thématique que l'on a nommée Sustainable Land Use. Ici, pour tout ce qui est industrie, Sustainable Production System. Et enfin, transport, infrastructure et building, que l'on retrouve dans une thématique Urban Transition. Il faut savoir que la toute première thématique qui était l'énergie, la production d'énergie, fait déjà l'objet d'une KIC à part entière qui s'appelle InnoEnergy. Et donc ce ne fait pas partie de nos thématiques prioritaires, mais l'énergie est évidemment très présente dans nos projets et dans nos possibilités de développement. Il en est de même pour le transport qui va faire l'objet en 2018 une KIC InnoEnergy pour l'énergie. Pardon, oui, KIC InnoEnergy. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dessus. Les transports, même raison, 2018, une KIC transport. Donc voilà, elle est là dans nos projets, mais on n'en fait pas une des priorités, nos thématiques prioritaires. Donc Urban Transition, objectif est d'accélérer la transition vers les villes résilientes et décarbonées, selon une approche à échelle multiple, c'est-à-dire que la thématique est présente au niveau du bâtiment, au niveau du district, au niveau de la ville. 3 priorités pour les villes: devenir des puits de carbone, donc absorber le CO2 et le stocker, et pas uniquement réduire les émissions de gaz à effet de serre. Devenir polycentrique pour coller aux productions d'énergie post-énergie fossile. Et enfin, faire face au défi de l'habitat informel, qui est une conséquence du changement climatique. Deuxième thématique, Sustainable Land Use, où là on est sur développer des outils et des métriques innovants pour une utilisation des sols plus efficace et résiliente. 3 priorités: agriculture du futur, donc la Climate Smart Agriculture, et chaîne de valeur agroalimentaire. Forêt et produits dérivés. Donc là, il s'agit vraiment de rendre les forêts, leurs produits attractifs et profitables pour attirer des financements responsables. Et enfin, ce qu'on appelle la Landscape Approach, qui est là une approche intégrée de l'ensemble des intérêts des différents acteurs sur un territoire. Troisième thématique, Sustainable Production System, où là on est sur les défis de l'économie circulaire. Donc réinventer les systèmes de production selon les principes de zéro carbone et zéro gaspillage. 3 priorités: réinventer les systèmes, en début de chaîne, développer les biomatériaux et les autres ressources alternatives, et en bout de chaîne, valoriser les déchets, la réutilisation des déchets. Et donc la dernière thématique qui est nouveauté, il s'agit des Decision Metrics and Finance, qui englobe les 3 thématiques précédentes, où là on est vraiment sur l'idée, c'est de créer des outils et des systèmes pour mesurer, débloquer les investissements et changer la mentalité. Donc 3 priorités, donc les MRV, donc là on est vraiment sur les mesures et sur le rendu des données. Débloquer la finance climat à des échelons supérieurs. Donc là encore une fois, ça va être utiliser ces MRV pour rendre les données fiables et redonner confiance dans les décideurs et les investisseurs. Et enfin, changer les mentalités et orienter efficacement les prises de décision. Decision Metrics and Finance, c'est là où on retrouve les services climatiques pour la KIC. Donc anciennement, les services climatiques étaient présents dans une plateforme que l'on appelait Adaptation Services, dont l'objectif était de faire le lien entre les données et les services. Ces challenge platforms, pour des raisons de gouvernance, ont toutes été intégrées à 4 thématiques pour plus de lisibilité. Et donc c'est cette fameuse thématique de DMF qui voit les services climatiques être intégrés. Certains de nos projets sont dans d'autres thématiques. Certains projets qui peuvent être assimilés des services climatiques sont évidemment dans d'autres thématiques. Il n'y a pas de silo particulier. Donc pour la KIC, et je pense que c'est le cas pour en dehors également, les services climatiques sont encore un sujet en voie de développement. On est encore sur des analyses pour essayer de comprendre et définir le marché et identifier les services potentiels. Ça, je laisserai Michel en parler, qui est un spécialiste du domaine. Donc j'ai essayé de synthétiser quelques projets qui peuvent être dans les services climatiques, donc précoces.
qui est un outil intégratif pour les acteurs locaux de minimisation des risques. Donc là, typiquement, on est plutôt sur du Sustainable Land Use, où là, l'objectif est vraiment d'aider les territoires à anticiper les points de rupture, au-delà desquels les pressions climatiques et anthropogéniques rendent la résilience impossible. Donc on est sur de l'information en temps réel pour visualiser les effets de différents scénarios d'action. Oasis ensuite, qui est un très gros projet, qui a connu plusieurs générations de projets au sein de la KIC, car les champs d'application sont vraiment très très larges et le potentiel est énorme. Donc là, l'objectif de base, c'est rendre le risque climatique plus transparent. Les développements sont multiples, on en a récapitulé 3. Donc un partage transparent de modèles avec un accès à une estimation exhaustive du risque lié au changement climatique. Ensuite, un modèle de catastrophe open source qui est constamment mis à jour suivant les nouveaux risques, les risques émergents. Et enfin, un marché ouvert pour les outils d'estimation des risques où là, n'importe quelle autorité publique, assureur, même un particulier peut venir se plugger et essayer de télécharger essayer de faire son propre modèle, évaluer son propre modèle de risque. D'autres projets, donc Atla et Desma, dont je n'ai pas trop parlé parce que Michel ici va vous le développer, où il s'agit d'une boîte à outils sur le web pour établir les priorités des plans d'action. Ici, l'échelle est intéressante, on est au niveau des territoires. Donc les acteurs locaux sont tout à fait présents dans la KIC et sont même très demandeurs de ce genre d'outils. Forest, où là, c'est une boîte à outils à destination des propriétaires forestiers. Donc c'est Airbus qui est project lead de ce projet. Donc ils utilisent leurs données satellites de très haute qualité pour justement essayer d'évaluer et ensuite permettre aux propriétaires de voir un peu l'évolution de leur couverture forestière. Et enfin CDF, Climate Data Factory, je laisserai aussi Michel en parler un peu plus, où là on est vraiment c'était un projet exploratoire qui est assimilé maintenant à ce qu'on appelle les idéators, où là on est vraiment sur une analyse de l'offre et de la demande pour faciliter et accélérer la diffusion des données climatiques. Il faut savoir que ce projet CDF a donné lieu à une spin-off, donc une start-up qui est maintenant dans notre programme d'accélération. Donc ça ici ces chaînes de valeur qui nous permettent d'aller une idée, d'essayer d'aller sur le marché et d'avoir derrière un peu de réplicabilité. Dernière slide sur notre développement stratégique 2016-2018, donc assurer la soutenabilité financière. Donc on est soutenu pour l'instant à 100% par l'EIT, dont je vous parlais au début. Les financements sont en cloche, ça veut dire que pour l'instant nous sommes sur une phase montante. L'objectif est évidemment la soutenabilité, donc maintenant nous devons essayer de trouver d'autres sources de financement pour essayer de faire perdurer le modèle. Élargir et diversifier la communauté. Le but c'est d'avoir le plus de partenaires innovants au sein de notre communauté. On a certains secteurs où on n'est pas encore très présent, donc on aimerait essayer un peu justement de diversifier pour avoir à augmenter le nombre de solutions climatiques mises sur le marché et accompagner leur déploiement à grande échelle. Affiner la mesure avec ce qu'on appelle le climate accounting, c'est-à-dire vraiment de maximiser ou de minimiser notre impact, notre empreinte, des outils de mesure de qualité. Et enfin, pour 2020, notre ambition, être leader mondial de l'innovation pour la transition bas carbone. Ça a l'air ambitieux, mais c'est quand même quelque chose qui est dans l'air du temps. On a noté notamment entre la COP20 et la COP21 que les notions d'innovation étaient beaucoup plus présentes dans les discussions, dans les tables rondes. On a aiguisé l'intérêt d'autres continents et on a notre modèle qui s'exporte de plus en plus vers d'autres sources. Voilà pour les contacts. Donc Tam Tamley, qui est directeur France et Méditerranée, moi-même, et pour des questions, si vous avez des questions pointues sur l'éducation ou sur les thématiques et l'innovation, voici les contacts. Je vais maintenant laisser Michel venir intervenir. Donc Michel représente Climpact Next, qui est une de nos PME depuis le début et qui est très présente sur les projets, notamment les services climatiques. Je représente Michel Kolazinski de Climpact Next. Donc je vais vous présenter un peu nos activités, de notre implication dans la KIC. C'est vrai, comme le dit Kim, on est là depuis assez longtemps, et aussi de nos activités en particulier en lien avec les services climatiques. Donc du coup, voilà, une présentation de nos activités, principalement tournées vers la météo, mais aussi vers le climat, les projets de R&D que nous avons développés au sein de la KIC Climat, et je finirai par notre expérience concernant les services climatiques, entendus au sens large.
Donc Climpact, c'est une société qui a été fondée il y a une dizaine d'années, qui propose des solutions et des services pour les entreprises météo-sensibles, donc dont l'activité donc, est sensible à la météo. Nous sommes une équipe de 22 personnes qui a des compétences assez fortes en météo, en climat, en statistique, en data mining et en modélisation. Et nous avons tout un portefeuille de solutions opérationnelles donc pour différents secteurs que sont les produits de grande consommation, la distribution, la grande distrib, l'énergie, l'assurance et l'agriculture. Nous cherchons en fait à délivrer des services pour les entreprises météo-sensibles au travail de portail que vous pouvez voir sur le haut. Donc qui simplifie l'information, mais c'est quand même un processus qui est assez complexe. Donc on repart vers le bas. Grosso modo, nous intégrons des modèles météo, des données de modèles météo, des données d'observation issues de notre propre réseau, du réseau Météo France ou d'autres réseaux auxquels on achète des données. Nous utilisons des données économiques de nos clients. On mélange tout ça, on met ça dans nos bases de données. On construit à travers notre logiciel Decide une analyse de la météosensibilité du client ou des clients. On fait de la prévision et de la production opérationnelle d'indices qui sont intelligibles par le client. Donc ici, c'est un petit récapitulatif de nos références sur nos différentes solutions. Donc comme je vous l'ai dit, il y a quand même 4 grands secteurs qui se détachent. L'énergie, la grande distribution, l'assurance et les produits de grande consommation. Par exemple, dans l'énergie, nous travaillons beaucoup avec des transporteurs de gaz, par exemple, qui sont soumis à des règles de pénalité, notamment quand ils se trompent sur leur prévision de consommation de gaz de leur portefeuille. Et donc du coup, avec nos solutions, on leur permet d'avoir de très bonnes prévisions de consommation de gaz pour leurs clients et aussi une réduction des pénalités. Pour la grande distribution, par exemple pour quelqu'un comme Carrefour, on est capable aussi, grâce à nos bonnes prévisions justement liées à la météosensibilité de leurs produits, de réduire d'un tiers les stocks en magasin. C'est très important pour un acteur comme Carrefour de diminuer ses stocks. Ça coûte de l'argent, ça coûte très cher, donc moins ils ont de stock, mieux ils se portent. Et surtout qu'ils n'aient pas de rupture de stock. Par exemple aussi dans le secteur de l'assurance, on travaille pour des gens comme Allianz où on arrive à réduire les coûts de compensation d'immobilisation de 30%. Donc c'est en lien avec les assurances contre par exemple tout ce qui est risque lié à la sécheresse et qui abîme les bâtiments. Grosso modo, donc ils sont obligés de provisionner de l'argent pour en cas de sécheresse. Et donc si on arrive à anticiper ce risque-là lié à la dégradation de l'habitat, c'est mieux pour eux. Voilà, et par exemple aussi, on travaille beaucoup avec des industries de l'agroalimentaire, notamment Bonduelle, et on arrive à réduire leurs coûts de logistique et aussi les volumes de denrées périssables. Donc là, c'est un petit peu un panorama d'outils d'aide à la décision que l'on fournit, notamment sur la prévision de production pour des parcs éoliens, sur des portails liés à l'assistance météo pour divers groupes. Aussi, on travaille pour des acteurs du monde de la pharmacie, où on a développé un portail pour tout ce qui est risque épidémiologique concernant des maladies liées aux tiques et aux puces. Et aussi, on fait de l'agriculture de précision avec notre propre réseau de stations météo que l'on installe chez les clients. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu plus des projets de R&D que l'on a développés depuis un petit moment au sein de la Climat. Je pense que c'en est là depuis au moins 2011. Donc ça commence à faire. Du coup, notre budget de R&D, généralement, pour l'année 2016-2017, ça représente à peu près 15% de notre chiffre d'affaires, mais c'est à peu près constant depuis quelques années. On est assez impliqué par la Climat pour justement développer et améliorer nos services. Alors, il y a plusieurs raisons. Ce sont des projets de R&D très orientés vers le marché. Donc, l'idée, c'est quand même de développer un produit qui est vendable sur le marché et c'est pas juste un projet de recherche qui reste dans son coin. Ce qui est très intéressant aussi, c'est ce partenariat possible entre des académiques et aussi d'autres PME qui ont les mêmes objectifs que nous. Et aussi, évidemment, le financement qui est partiel mais très substantiel. Donc on participe notamment au projet exploratoire et d'innovation de la Climat. Donc il y avait un petit énoncé des projets dont je vais vous parler, donc CDF, Atla et Wattenercast. Donc je vais vous parler du projet Wattenercast. Donc l'objectif de ce projet, c'est de développer des produits et des services pour les acteurs de l'eau et de l'énergie, justement afin de mieux les aider à faire face au changement climatique. Alors, et les aider à faire face au changement climatique pour quelque chose de plus entendable pour des futurs clients,
c'est aussi les adapter au climat présent. C'est quelque chose qu'ils arrivent mieux à entendre, à mieux incorporer. Et donc du coup, on est plutôt sur cette thématique-là, le climat présent. Et après, on verra la suite. Mais pour l'instant, on est ancré sur le présent. Et donc, on aide ces acteurs à mieux s'adapter aux fluctuations météo impactant leurs opérations journalières et quotidiennes qui ont un lien avec les ressources en eau et les ressources en énergie renouvelable. Grosso modo, c'est 3 PME, une italienne, 2 françaises et 3 instituts de recherche, Wageningen qui est une université néerlandaise, Imperial College et le CMCC qui est l'équivalent de l'IPSL italien. Donc le projet pour nous, en fait, nous avons un rôle essentiellement tourné vers la partie énergie du projet. Donc nous, on cible particulièrement ces projets dans ces secteurs-là, donc qui sont les producteurs d'énergie renouvelable. Ce qu'on appelle les energy managers, c'est grosso modo des gens qui gèrent tout ce qui est la consommation énergétique des bâtiments, grosso modo, et qui sont quand même des gros groupes, et tout ce qui est transporteur et distributeur d'électricité. L'enjeu pour nous, justement, grâce à ce projet, c'est d'élargir notre palette de produits et de services, basés sur justement des services météo et climat. C'est accroître nos parts de marché, notamment parce qu'on est quand même, on a une dimension relativement européenne, mais un projet comme Watt-Enercast va nous permettre de mieux nous adresser le marché européen. Ça permet aussi justement, en ayant des fonds supplémentaires, de mieux industrialiser nos solutions, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de délivrer de manière opérationnelle des produits et des services, mais on peut atteindre parfois certaines limites, et avec ce type de projet, on peut passer un cap. En termes de scalabilité, ça nous permet d'être bien meilleur. Et aussi, évidemment, à travers ces plateformes digitales qu'on développe comme dans Watt-Enercast, d'avoir un outil de marketing supplémentaire qui est très important pour vendre les produits. Alors, nos perspectives justement au sein de la KIC et notamment de H2020, c'est la recherche de nouveaux projets en lien avec notre stratégie de développement, notamment sur des nouveaux segments, et on essaie particulièrement de se développer dans tout ce qui est agriculture, et aussi au niveau de nouveaux secteurs, dans certains projets exploratoires, tout ce qui est en lien avec l'efficacité énergétique, ça nous intéresse beaucoup, donc on cherche à se développer là-dedans. En particulier aussi, on essaye aussi malgré la difficulté à développer ce marché, comme il a été montré, on essaye de mieux explorer le marché des services climatiques, parce que bon, la taille est quand même assez restreinte aujourd'hui, mais les potentiels besoins futurs sont quand même assez importants. À l'heure actuelle, on fait des études, mais c'est quand même assez peu fréquent. Et notamment, on a répondu à un call dont a parlé M. Pextin dans H2020 concernant les barrières et les leviers à l'adoption de services climatiques. Donc notre expérience sur les services climatiques au sens large, donc pour rappel, les services il y a différentes notions de services climatiques qui sont utilisées. Vous avez les services climatiques, on va dire au sens propre, les services pour l'adaptation. Les gens ont tendance à un peu mélanger les deux. Et c'est, comment dire, on va dire que les services climatiques, c'est quand même plus au niveau production de données, essayer de les faire comprendre aux utilisateurs. Et généralement, c'est plutôt des organismes de recherche qui sont plutôt branchés là-dessus, même si aujourd'hui, il y a quand même des PME qui s'y mettent. Alors que les services pour l'adaptation, on va dire que c'est plus des services aval qui sont basés sur des services climatiques et qui utilisent l'information pour la transmettre à des utilisateurs finaux, tels que les autorités locales. Donc c'est un peu ma vision des choses. Après, on n'est pas tous d'accord forcément là-dessus. Donc voilà, donc nous, moi quand je parle de services climatiques, c'est services climatiques au sens large, qui balayent un peu tout le spectre. Donc on fournit des services climatiques depuis environ quelques années, depuis 2010, on explore aussi son marché. On a une offre en lien avec une offre de services climatiques, notamment sur le secteur de l'énergie. C'est généralement quand même un secteur qui est assez, comment dire, à l'écoute de tout ce qui est la question du changement climatique et qui est assez preneur d'idées. Notamment, on a un business case avec Engie. Les autorités locales, en France, via les PCT et les SRCAE, mais là c'est plus une pression réglementaire qui les a obligés à s'y intéresser, et des organismes internationaux. Et aussi, donc ça c'est pour le côté offre, et les projets des R&D dont je vais vous parler, qui justement nous servent à mieux enrichir cette offre, et aussi qui nous permettent de voir combien c'est difficile de développer ce marché.
Alors ça, c'est notre offre qui est grosso modo scindée en trois gros morceaux de services climatiques. Donc vraiment, la partie climatologique est vraiment production de données. Donc c'est construire une climatologie prospective, donc faire des projections, et aussi une climatologie présente, et identifier justement les aléas climatiques passés et présents. Donc grosso modo, on a quelques références sur le sujet, mais c'est toujours la base, grosso modo, de toutes les études. C'est transformer la donnée des modèles du GIEC, grosso modo, en quelque chose d'intelligible et utilisable pour les acteurs finaux. Et ça nécessite donc du post-processing, de la descente d'échelle pour corriger les données, les modèles qui sont forcément biaisés. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est justement de passer de la donnée climatique à une donnée qui est plus impact, donc évaluer la vulnérabilité actuelle et future, et évaluer les impacts du changement climatique sur l'activité du client en question. Et enfin, la partie adaptation, qui est justement, à partir de toutes ces données, concevoir un plan d'adaptation, développer des actions concrètes, et accompagner aussi les acteurs, énormément accompagner les acteurs. Donc ça, c'est plus des choses qu'on a fait dans le cadre de PCET et de SRCAE, il y a quelques temps, qu'on fait moins aujourd'hui, mais qu'on peut continuer à faire. Là, c'était juste pour illustrer le cas avec Engie, anciennement GDF Suez. Donc c'était justement une étude de cas sur les impacts sur la production éolienne, les impacts du changement climatique sur la production éolienne d'un parc du portefeuille. Il y avait une méthodologie associée, c'était assez complexe parce que il faut savoir que les producteurs de NR ont souvent des problèmes de données, donc ils n'ont pas forcément des historiques très longs, donc quand on veut faire des études de changement climatique, il faut grosso modo reconstruire la donnée dans le passé pour avoir une climatologie importante. Quand on fait de la climato, on fait des stats sur 30 ans. Un parc, il n'y a pas 30 ans de données sur un parc généralement. Donc il faut savoir les reconstruire, donc analyser la variabilité décennale, justement, parce qu'ils sont très intéressés justement, les acteurs généralement sont quand même plus souvent intéressés par la variabilité décennale que par le changement climatique lui-même. Mais ça les intéresse, et évidemment les projections climatiques. Donc il se trouve que dans ce cas, on n'a pas eu trop de chance, il n'y avait pas trop de changements prévus du point de vue climatique sur leur parc. Donc grosso modo, avec les incertitudes des modèles et des statistiques assez simples, grosso modo, est-ce que les modèles sont d'accord ou pas entre eux, grosso modo on voit que ça ne change pas beaucoup dans cette région qui était l'Alsace-Lorraine. Donc bon, c'est un peu, on en est un peu resté là avec eux, mais je pense qu'il y a encore moyen de travailler. Mais bon, voilà, on a mal choisi notre site. Maintenant, je vais vous parler plus d'un projet, donc plus les projets KIC. Donc là, c'est moins en lien avec notre offre actuelle, mais plus en lien en quelque chose d'exploratoire. Donc comme l'a dit Kim, en fait, le projet a été initié au sein de Climpact Metnext, mais aujourd'hui, en fait, il est porté par quelqu'un qui en est parti. Mais on a vraiment participé à cette chose-là. L'idée, donc, c'est de concevoir une offre de services climatiques, donc justement, afin de faciliter et accélérer la diffusion des données climatiques. Alors, le positionnement était un petit peu original de ce projet, il l'est toujours d'ailleurs. C'est que grosso modo, on est à mi-chemin entre le producteur de données et par exemple le fournisseur de services pour l'adaptation. Grosso modo, on est un peu à mi-chemin, on va aider ces gens-là à utiliser la donnée et pas être tout seul face à la donnée CMIP5 où il faut télécharger la donnée, post-traiter, être capable de lire des fichiers à des formats incroyables. Donc personne, à part quelques chercheurs dans le monde, pas quelques-uns, mais quelques centaines de chercheurs ou quelques milliers sont capables de lire. Et donc du coup, c'est de le fournir à un format donné professionnel, grosso modo, quelque chose qui est fiable, qui est user-friendly et qui va permettre un travail plus facile pour des entreprises de consultance pour fournir leurs services. Alors, au cours du projet aussi, il est apparu cette idée qu'il y a un besoin de formation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément laisser les gens tout seuls face à la donnée, même si on les aide à la traiter, il faut les former. Donc il y a un peu cette idée qui est apparue. Donc j'ai oublié de mentionner que ce projet n'était pas simplement fait par nous, mais on a été très très fortement associé à l'IPSL. Je ne sais pas s'il y a des représentants ici, et qui nous a bien aidés, donc justement parce qu'ils maîtrisent énormément tout ce qui est l'infrastructure ESGF qui supporte
toute l'infrastructure CMIP 5. Et puis c'est tout. Donc là, voilà, juste pour vous dire qu'on a évidemment fait une étude de marché réalisée au travers d'un questionnaire et d'interviews. Alors, ce projet a été évalué par la KIC Climat dans un premier temps. Et donc la KIC et nous aussi on s'en était un petit peu aussi rendu compte, mais bon là, on a eu quand même un point de vue externe qui est que cette première étude de marché n'était pas forcément suffisamment concluante. On n'avait pas de retour assez explicite sur la volonté de payer des end-users, que le besoin pour une telle valeur ajoutée n'était pas complètement démontré. Donc du coup, il a fallu quand même retravailler le projet. Harry Laos, qui était un des fondateurs de la Climpact MedNext, a voulu aussi mieux explorer cette opportunité, donc est parti de Climpact et pour créer justement, comme l'a dit Kim, sa start-up. Et donc à l'heure actuelle, il est en train de valider le concept et il fait une nouvelle étude de marché sur le sujet pour avoir plus de billes pour continuer. Un autre projet qui est intéressant concernant le retour d'expérience sur les services climatiques et notamment les services pour l'adaptation, c'est le projet Atla, qui est un projet qui avait pour ambition en fait de concevoir une plateforme collaborative de services pour l'adaptation pour les autorités locales. Et qui était, ça c'était l'objectif principal. D'autres objectifs, c'était aussi d'avoir une vue un peu exhaustive de tous les services et solutions proposés par les partenaires de la KIC, qui sont très nombreux et qui dont il n'était pas forcément facile d'identifier toutes les compétences. Donc c'était aussi de valoriser les services, les solutions qui étaient déjà présentes dans le partenariat KIC. Et c'était aussi aider les autorités locales à trouver les bons outils, ce genre de choses. Donc il y avait vraiment un peu ce double aspect de mapping en fait, des besoins au niveau des acteurs nationaux ou des acteurs locaux, et aussi un mapping de tout ce qui était possible de faire au sein de la KIC, c'est-à-dire tous les gens, toutes les solutions qu'ils avaient fait. Donc là je vais vous montrer un petit peu des résultats liés en fait à l'enquête au niveau des besoins. C'est-à-dire que c'est quand même une enquête qui a été développée au niveau européen, dans 5 pays. Donc oui, pour vous rappeler, le consortium c'était Climpact, c'était le PIC, le Potsdam Institute for Climate Science, un truc comme ça. Et des partenaires régionaux dont qui m'a fait mention, on appelle les RIC. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est leur rôle, qui sont toujours intégrés, voilà, donc ils sont toujours là. Donc le RIC polonais, le RIC hongrois, le RIC italien et espagnol. Il y avait 4 pays. Donc du coup, en fait, cette enquête a été assez exhaustive, 90 institutions. Alors, après analyse, en fait, il se trouve que c'est quand même assez difficile d'avoir un vrai mapping des besoins au niveau des autorités locales. En fait, il y a une sorte d'incohérence en fait, qui apparaissait au niveau de l'enquête entre il me manque telle ou telle information. Par exemple, ils arrivaient à dire, ben voilà, moi j'ai besoin de plus d'informations, par exemple, sur les aspects financiers, sur les aspects coûts, sur les aspects management. J'en ai un peu moins besoin sur les impacts, j'en ai encore moins besoin sur l'info climatique de manière générale. Donc ça, c'était les manquements, il leur manque telle ou telle info. Et quand on leur demandait, mais de quoi vraiment vous avez besoin après, une fois qu'on a étudié les manquements d'informations, en fait, ils étaient plus capables de hiérarchiser, en fait. Ils disaient, grosso modo, ah ben non, moi il me faut tout, il me refaut de l'information climatique, il me refaut de l'impact, il me faut plein de choses, mais tout sans prioriser, en fait. Donc, justement, on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient beaucoup de difficultés à prioriser leurs besoins, que surtout quand ils ne font pas face aux problèmes, qu'ils ne sont pas face à un plan d'adaptation, ce qui n'est pas toujours le cas. On suppose que le jour où ils seront vraiment ils devront faire face aux problèmes, ils seront un petit peu moins empêtrés dans leur turpitude. Mais c'est quand même pas évident du coup de dire bah voilà, ça j'ai besoin de ça ou de telle chose. Il faut savoir aussi que l'idée d'une plateforme d'outils proposant plein de petits outils, ça a été abandonné. Parce que grosso modo, aujourd'hui, les services à travers une plateforme web, c'est pas encore quelque chose de très accepté, par exemple, au sein des autorités locales. Les gens ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Et c'est aussi pour vous mettre en garde aussi sur tous ces portails liés à l'adaptation au changement climatique, qui sont utiles en soi,
mais qui ne sont pas la panacée. C'est-à-dire que vous n'allez pas fournir un service digne de ce nom juste en vous contentant de pousser de l'info sur une plateforme web. Ça ne marche pas, les gens n'adhèrent pas et c'est un fiasco annoncé. Donc on a abandonné cette idée et quelque chose qui est apparu aussi d'intéressant, c'est le côté un peu best practice qui apparaît, quelque chose qui est très demandé grosso modo. Un acteur qui n'y connaît pas grand chose sur le changement ou l'adaptation au changement climatique, il se dit bah tiens, qu'est-ce que mes collègues, mes copains ils ont fait, l'autorité locale il y a à 50 bornes, qu'est-ce qu'il a fait, quels ont été ses succès, quels ont été ses échecs. Donc ça c'était intéressant. Donc ce projet en fait a continué au travers d'un autre projet qui s'appelle DESMA, dont je peux vous parler par la suite si vous avez besoin, mais beaucoup plus réduit à l'échelle allemande parce que grosso modo c'était quand même des gens qui étaient les plus avancés sur ce sujet. Et on a eu des conclusions intéressantes, mais justement sur ce côté un peu besoin de formation, besoin d'accompagnement, pas vraiment de plateforme web. Ils ont besoin d'être formés grosso modo quoi. Donc du coup voilà, une conclusion concernant justement sur les services climatiques. Donc aujourd'hui on a une prise de conscience qui est de plus en plus visible. Bon, comme vous le savez, le marché des services est aujourd'hui encore peu mûr, il était peu mûr jusqu'à présent. Mais il faut savoir quand même que le concept de changement climatique est à l'agenda des directions générales des grandes entreprises aujourd'hui. Même si le passage à l'action est encore rare. Aujourd'hui, par exemple, là, le petit encart que vous voyez, là, c'est un article des Échos du 4 avril d'aujourd'hui qui fait état de cette notion de risque climatique qui entre justement à l'agenda des assemblées générales d'actionnaires. Donc ça commence un peu à mûrir. La prise de conscience est plus perceptible. Par exemple, nous avons un acteur justement qui s'appelle Sanofi, qui est un client à nous, qui justement a modifié complètement sa chaîne de transport logistique pour être plus bas en émissions de carbone. Et vous pouvez voir une vidéo très intéressante sur le sujet sur notre site web, qui est passé par exemple d'un transport des médicaments par avion, donc très polluant, à un transport majoritairement par bateau et par voie routière, et qui donc a énormément diminué ses émissions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même s'il y a une prise de conscience, il faut continuer à accompagner et susciter davantage cette prise de conscience. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, nos décideurs politiques et économiques ne sont pas assez formés sur le sujet. Il faut les former, toujours, les sensibiliser. Nous aussi, en tant que fournisseurs de services et de formation, mais bon, je veux dire, c'est un peu une échelle, ça nous dépasse, nous, les PME. Moi, je trouve que les gens ne sont pas assez formés sur le sujet. Ça éviterait des débats un peu, comment dire, stériles avec le changement climatique n'existe pas, les climato-sceptiques et compagnie. Qu'il faut continuer, nous, à explorer le marché, notamment au travers de la réponse qu'on a fait au call H2020 avec un projet mené par des Néerlandais qui s'appelle Climate Services for Business, qui est justement destiné à mieux évaluer les barrières et les leviers pour l'adoption des services climatiques.